Bonjour et bienvenue à une nouvelle présentation d'un webinaire sur la plateforme Autosphère. Aujourd'hui, on va parler dans le segment pneus. Le thème « Place à la relève ». Donc, sans plus attendre, on va laisser la place à la relève en la personne de Cynthia Fredette. Bonjour Cynthia, bienvenue sur notre plateau. Merci. Bien gentil d'avoir trouvé du temps dans votre horaire chargé pour venir parler avec nous. C'est un grand plaisir. Il y a deux grands thèmes qu'on va aborder aujourd'hui. On va parler service à la clientèle. C'est un sujet qui semblait vous intéresser. Et on va parler aussi de la place, justement, de la relève dans l'industrie du marché secondaire, mais plus spécifiquement pour les centres de pneus. Parfait. Bon, premier constat, service à la clientèle, les relations avec les clients ont beaucoup changé au cours des années. Je pense qu'il y a une importance, c'est rendu déterminant dans les ateliers, les centres de pneus, un bon service à la clientèle par rapport à une expérience client qui est plus ordinaire. Expliquez-nous un peu, c'est quoi votre vision là-dessus? Par rapport à les relations qui ont changé, c'est sûr que l'Internet a changé beaucoup ces relations-là. Les clients arrivent de plus en plus informés. C'est juste qu'en tant que centre de pneus et mécanique, on doit segmenter si l'information que le client a eue est la bonne. Parce que sur Internet, on peut googler n'importe quoi et se retrouver avec le cancer en quelques clics, comme je disais tantôt. Donc, c'est de valider que l'information qu'il a est bonne, d'écouter le client, qu'est-ce qu'il a fait comme recherche et tout, pourquoi il est intéressé par tel produit ou pourquoi il pense que telle réparation réglerait le problème qu'il a sur sa voiture. S'il a la bonne réponse, tant mieux, on s'en va dans ce sens-là. Si ce n'est pas la bonne réponse, bien, c'est de l'informer un petit peu c'est quoi les procédures réelles qu'on doit faire, par exemple, au niveau diagnostic pour arriver à trouver la solution à son problème mécanique. Donc, c'est un petit peu de l'informer en ce sens-là, mais toujours en écoutant ce qu'il dit pour ne pas dénigrer ça et mettre de côté comme si tout ce qui était sur Internet n'est pas bon. C'est pas vrai, il y a de l'information qui est très bonne également. Globalement aussi, on réalise que pour un consommateur, pour un automobiliste aujourd'hui, il est sollicité. Il est courtisé autant par le concessionnaire qui a vendu son véhicule pour dire, écoute, là, on va t'offrir un excellent service. Plusieurs vont faire des offres de services aussi au niveau des entretiens. Le service à la clientèle devient déterminant. L'expérience client il va faire une différence entre où le client va décider de confier son véhicule. Absolument. T'sais, ça reste la relation humaine avec la clientèle. Donc, il ne faut pas les voir comme des numéros, comme un stand à patates ou peu importe. Là, on veut leur donner la bonne information. On veut qu'ils comprennent les travaux qu'on fait sur la voiture. Des fois, il faut sortir de notre jargon mécanique pour leur expliquer en des mots plus communs qu'est-ce qui a été fait sur la voiture, leur montrer. Il y a des systèmes qui existent avec des tablettes qu'on peut leur envoyer des photos. Des fois, quand il y a des lousses sur une pièce. J'aimerais ça en parler de ça spécifiquement, de la question de la tablette, par exemple. On parle de la relation client, mais il y a des nouveaux outils de communication qui permettent aux techniciens des ateliers de bien expliquer aux clients. Ça, c'est une question d'accompagnement. Expliquez-moi comment ça fonctionne chez vous. Vous mentionnez la question de la tablette. Oui, mais en fait, nous, on est équipés avec des tablettes. Chacun des bits de service a une tablette. Ces tablettes-là sont spécifiquement pour faire les inspections. Donc, il y a différents types d'inspections qui sont présetés dans ces tablettes-là. Donc, par exemple, si c'est une inspection avec une pose de pneu ou avec un changement d'huile ou vraiment une inspection complète avant achat, par exemple, il y a différents points que le technicien doit aller un par un. Il va juger s'ils sont bons, besoin d'attention immédiate ou besoin d'attention future, donc vraiment avec des codes vert, jaune et rouge. À ce moment-là, on est en mesure de dire au client qu'est-ce qui est urgent sur la voiture, qu'est-ce qui va affecter la sécurité, qu'est-ce qui peut attendre aussi. Par exemple, si les freins, on voit qu'ils sont encore bons, mais ils s'en viennent dû à être changés dans quelques mois, bien, on va aviser le client, on va l'aviser aussi des coûts rattachés à ça et le client va pouvoir se préparer un budget pour ces réparations-là. Parce que c'est une réalité aussi que rarement les gens mettent de l'argent de côté en prévision des réparations ou de l'entretien à faire sur leur véhicule. C'est souvent des surprises, C'est souvent des surprises. Mais j'aime aussi l'approche de couleur. C'est simple. Ils comprennent aussi que leur véhicule est dans bon état. De dire, oui, regarde, il y a beaucoup de verre. Ton véhicule, ça vaut la peine de l'entretenir, de le conserver encore 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, dépendamment de l'usure. Mais il y a quand même des zones à prévoir, à faire des remplacements de pièces ou des ajustements, là, de planifier dans le temps pour qu'il puisse se donner un peu de temps pour planifier son budget aussi. Exact. C'est sûr qu'il faut toujours un petit peu éduquer la clientèle à une auto, c'est des coûts d'entretien. On ne peut pas s'en passer pendant 1 an parce que l'année suivante, les entretiens vont nous rattraper un petit peu. Donc, il y a des coûts annuels à prévoir.
Mais quand on fait des inspections minimum, par exemple une fois par année, on est capable de voir l'état des pièces mécaniques, des composantes et tout, Oui. bien, on peut prévoir un petit peu, si par exemple, il y aurait une pièce qui commence à être lousse, bien, elle n'affecte pas la sécurité pour le moment, mais peut-être penser à la remplacer. On la vérifiera dans X nombre de mois quand on va se revoir. Bien, ça met en confiance le client parce qu'il y a l'état de la voiture. Il paye pour une inspection, donc il sort de chez nous avec un rapport où on lui envoie par courriel. C'est documenté, c'est pas juste une inspection à 130 points puis tu dis, bien, il a vérifié quoi? Là? Il y a vraiment, vraiment un bilan de santé du véhicule. Exactement. Il y a tout l'aspect, quand on parle approche client aussi, dans le domaine du pneu, c'est assez spécifique. Les gens, au niveau de l'usure des pneus, ne comprennent pas l'importance au niveau de la sécurité d'avoir des pneus en bonne condition. Comment vous leur expliquez le niveau d'usure des pneus, par exemple? Bien, c'est là que le dicton « une image vaut 1000 mots » prend toute sa forme. C'est sûr que quand on a le client avec nous, bien, on a les outils pour mesurer les pneus. On peut leur montrer l'épaisseur qu'il reste. On peut leur montrer si on voit que la date de fabrication, bien, si le pneu a 10 ans, puis qu'il commence à être tout craqué, qu'on peut rentrer la pointe d'un crayon, bien, c'est parce que le pneu a certaines faiblesses. Si le pneu a roulé à plat, qu'on voit une poudre noire à l'intérieur, bien, le pneu, c'est un petit peu désagrégé à l'intérieur, donc c'est à remplacer. C'est vraiment au niveau image qu'on peut voir si on voit la corde sur le côté, s'il y a une bosse quand on gonfle le pneu. C'est tous des petits signes que le pneu est à changer. C'est sûr que si je fais juste l'appeler puis lui dire, bien, ils sont à X32e, pour le commun des mortels, c'est peut-être moins ancré que pour nous, les spécialistes du pneu. Ça, c'est sûr. Ça évoque moins qu'une image, comme vous dites, une illustration, quelque chose, une photo qui va leur démontrer exactement. Visuellement. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre un pneu usagé, bien, le pneu du client qui serait possiblement remplacé, puis on va le mettre à côté d'un pneu neuf d'un modèle similaire. Là, c'est plus facile de dire, oui, c'est vrai qu'il est pas mal craqué par rapport à l'autre, c'est vrai qu'il est pas mal plus usé, les canaux d'évacuation sont rendus minimes. Fait que c'est à côté d'un pneu neuf, souvent, bien, là, on voit plus la différence. J'en reviens au départ de la relation client. Il arrive avec l'information, mais vous me disiez de l'importance aussi de poser des questions aux clients, pour les pneus, par exemple, et même pour l'entretien général de son véhicule. C'est du temps que vous consacrez, puis vous semblez accorder beaucoup d'importance au temps qui est consacré par le conseiller à poser des questions aux clients. Oui. Bien, c'est sûr que les clients, par exemple, au niveau des pneus, vont avoir des préoccupations différentes. Est-ce que c'est le bruit qu'ils veulent voir réduire? Est-ce que le bruit d'un pneu les dérange? Est-ce que c'est l'adhérence sur la route? Est-ce que c'est, peu importe le facteur, sur la neige, ou est-ce qu'ils ont une remorque? Quels sont les usages? Donc, quelqu'un qui rentre en me disant, ça me coûte combien des pneus dans le 205-65-16, par exemple, ou 205-55-16 serait un exemple très populaire, bien, c'est sûr que je vais lui poser quelques questions avant de lui donner un prix parce que je peux sortir une braquette de prix de X à Y en termes de braquette de prix, mais tout le monde a des habitudes de conduite différentes. Il n'y a pas un pneu qui va être bon sur toutes les voitures puis tous les conducteurs. Donc, c'est là que notre rôle de conseiller va prendre toute sa forme. Oui. On ne peut pas exclure de la conversation le phénomène des achats en ligne. Bon, il y a beaucoup d'offres sur Internet au niveau des pneus. Moi, ce que je me disais, c'est que oui, tu achètes un prix, mais tu viens chercher le conseil. Qu'est-ce que vous faites avec quelqu'un qui arrive avec ses pneus dans son coffre? En premier lieu, on grince des dents. Par la suite, on va valider que les pneus aient les bonnes applications pour la voiture. Donc, est-ce que c'est la bonne grandeur, bonne cote de charge, bonne cote de vitesse, l'utilisation qu'il en fait, est-ce qu'il tire une remorque? C'est des petites choses à considérer pour les pneus. Des fois, ils vont arriver avec des pneus run flat pour un véhicule qui n'a pas des roues. Bien, vous m'expliquez un cas récent, de dire ça ne va pas sur ce véhicule-là. Les roues ne sont pas conçues pour ça. C'est ça, ils ne sont pas renforcés pour ça. Donc, il y a certaines choses que des fois, on ne peut pas les faire. C'est une décision d'affaires à prendre parce qu'on a toujours une responsabilité lorsqu'on installe quelque chose sur la voiture. On est responsable de ça. Donc, si les pneus n'ont pas été achetés chez nous, c'est là que c'est une décision d'affaires à prendre. Est-ce que oui, je les installe? Est-ce que non, je refuse le client? Il y a l'aspect de dire, bien, quand les pneus sont achetés chez nous, c'est beaucoup plus rentable, donc moi, je priorise ça. Il y a cette ligne de pensée-là. Il y a la ligne de pensée aussi qui dit, regarde, on va accueillir le client, parfait. S'il a choisi les bons pneus, bon, on va le féliciter. Vous avez fait un bon choix par rapport à vos habitudes. Sinon, on va dire la prochaine fois, venez nous voir, on va vous conseiller. Mais on va essayer de avoir ce client-là qui est satisfait
et qui va revenir pour d'autres services. Pour consommer des services d'entretien. Il y a une question complémentaire qui vient de rentrer de Mme Courteau. Des fois, arrive avec un prix. De dire, moi, le pneu, ce que je veux, c'est tel pneu, puis à tel prix, à 89,95. Vous ne pouvez pas nécessairement répondre à ce prix-là. On dit, comment je peux dire, il y a une expertise dans l'atelier qui se paye. Il y a une formation, il y a des équipements et tout. On ne peut pas nécessairement rivaliser avec un prix qui a été trouvé sur Internet, là. Non, c'est sûr. Bien, ça dépend dans quel cas. Il y a des cas qu'on est à une petite différence près. C'est sûr que les ateliers vont trouver des valeurs ajoutées. Par exemple, nous, la pose de pneus va être sans frais. Le client va seulement payer le balancement. Donc, s'il veut que j'accote son prix, bien, je vais charger la pose. Oui. Je vais charger la vérification d'aliments que j'inclus à l'achat de 4 pneus. Moi, j'inclus les réparations de crevaisons sans frais pour la durée de vie des pneus. Je ne l'inclurai peut-être pas. Oui. C'est des petites choses que on va vraiment détailler chacun des services rattachés aux pneus et à la pose de pneus. Oui. Puis, on va calculer le pour et le contre avec le client. Souvent, on arrive pas mal égal. Oui. Puis, prix sur Internet, certains manufacturiers enlèvent les remises postales ou s'enlèvent complètement d'Internet. Donc, c'est sûr que des fois, c'est une minime économie, là. Oui, parce que le fabricant de pneus qui met des énergies puis des sommes colossales dans la recherche veut quand même que le pneu soit installé dans les règles de l'art. Il veut s'assurer, comment je peux dire, la pérennité du produit sur les pneus qui sont montés sur le client. Absolument. Puis, il faut s'assurer que la bonne pression d'air soit mise dans le pneu. Oui. Il y a beaucoup de facteurs à s'assurer pour que le pneu donne son plein rendement sur la voiture aussi, là. Oui. On parle de gestion relation client. Les nouvelles technologies permettent aussi de changer la façon qu'on communique avec un client. Mettons qu'il te confie une voiture pour que ce soit pour les pneus ou pour l'entretien mécanique. Tous les textos, courriels, plusieurs ateliers disent on fait beaucoup moins de téléphone maintenant. Est-ce que c'est une politique que vous préconisez dans votre atelier? Oui, en fait, on peut communiquer par les 3 canaux de communication différents. Les textos, bien, on les a intégrés dans notre système informatique, courriel et téléphone. Souvent, on demande aux clients qu'est-ce qu'ils préfèrent parce que, encore là, le client, il y a une vie en dehors de venir au garage. Des fois, il y a des meetings toute la journée, il va préférer un texto. S'il est devant son écran toute la journée, il va préférer un courriel. S'il est disponible, il va préférer un appel. Ou si c'est une personne qui aime avoir beaucoup d'informations, qui est très analytique, souvent, va préférer le téléphone parce qu'il peut poser beaucoup de questions. Oui, oui. Mais il y a une relation de confiance qui se développe aussi avec les textos et tout. C'est quand c'est rendu que tu peux expliquer à ton client par un texto, c'est qu'il y a une fidélisation aussi. Oui, c'est ça. Parce que, il y a des clients, des fois, qui vont me dire, bien, pourquoi tu me déranges? Fais-la la réparation à 200 $. Oui, bien, moi, je dois la faire approuver parce qu'il y a des clients qui, pour 2 $, ça ne fera pas l'affaire si je ne l'ai pas demandé. Donc, oui. Je pense que légalement, vous êtes dans l'obligation de faire autoriser tous les travaux que vous faites sur un véhicule, là, peu importe la nature. Question complémentaire intéressante, Mme Lapointe, justement. Selon vous, comment est-ce que... On parle beaucoup des médias sociaux. Un détracteur qui apparaît sur Facebook, comment on gère ça? J'imagine que vous devez garder un œil, une vigilance sur ce qui se passe sur les réseaux. Oui, bien, c'est sûr qu'on reçoit des alertes dans ce temps-là. Oui. En premier lieu, bien, on va répondre sur les réseaux, on se doit de répondre. Moi, je n'utilise pas les réseaux pour régler des comptes ou quoi que ce soit. Je vais répondre que je vais analyser le dossier. Même si c'est tentant des fois de... Oui, OK. Bien, je ne mettrai pas mon nom en jeu juste pour piquer quelqu'un sur Facebook. On va répondre qu'on analyse le dossier, qu'on va contacter la personne en question. Mais si la personne va trop loin puis qu'il dit qu'il a mis... qu'on a mis, par exemple, pour 800 sur sa voiture alors que c'était 300, c'est sûr que je vais rectifier aussi sur Facebook parce que... Oui. Vous allez préciser, mais quand même en communiquant avec le client. Sans aller trop dans le détail, c'est pas là pour ça. Oui. Je vais appeler directement ce client-là parce que cette personne-là qui s'est cachée derrière son écran, moi, il n'y a rien de mieux qu'une conversation téléphonique ou en personne pour trouver une solution. Parce que des fois, on va peut-être être dans le tort réellement ou c'est juste une erreur de communication, la personne n'a pas bien compris. Souvent, c'est uniquement basé là-dessus. Donc, quand c'est légitime, même quand ça ne l'est pas, on prend la peine d'appeler le client, de lui dire, bien, regardez, il est arrivé ça.
comment on aurait pu faire ça autrement, qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution. Le but, c'est que le client soit satisfait au final. Mais je pense que juste de communiquer avec, déjà, ça désamorce une partie de ce qui pourrait être la problématique, éviter que ça devienne un effet boule de neige puis que, ça parte. Bien, c'est sûr que sur les réseaux sociaux, ça peut rapidement faire effet boule de neige, mais de dire qu'on s'en occupe et qu'on communique directement avec le client. Après, le reste des personnes qui ont vu ça sur les réseaux sociaux, ils n'ont pas à savoir de quelle façon ça s'est terminé nécessairement. Là. Oui. Mais c'est de démontrer qu'on s'en occupe. Le service à la clientèle a une importance. Puis après, on règle ça directement avec le client. Parfait. Et l'effet positif ensuite, est-ce que c'est un client qui va revenir vous voir? Comment est-ce que les crises que vous avez vécues, appelons ça une crise, là, mais les situations un peu plus problématiques, est-ce que ça s'est réglé d'une façon bénéfique pour vous? Je vous dirais que souvent, ça s'est réglé. Même, il y en a qui ont changé le commentaire qu'ils avaient écrit. Il y en a un qui avait écrit... il y avait vraiment une manque d'information ou il avait mal compris quelque chose. Puis pour lui, c'était un gros problème. Mais après qu'on lui ait parlé, bien, il a écrit, bien, tu sais, l'erreur est humaine, le service l'est tout autant à cette place-là. Donc, tu sais, on a pris la peine de lui expliquer, puis on était peut-être en erreur à une place, on dit parfait, revenez, on va faire telle chose. Puis le client a compris qu'on n'était pas là pour lui rendre sa voiture moins bonne ou quoi que ce soit. On était là pour offrir un service au client à un prix juste et dans un service avec honnêteté. Donc, après, bien, si quand il y a une plainte, on la gère de la même façon, avec intégrité et tout, bien, le client va voir qu'on est une place sérieuse. Oui. Intéressant parce qu'on parle beaucoup de transparence aussi. Puis ce que vous dites au niveau des inspections, par exemple, de documenter ce que vous faites, de donner des conseils même sur des gens qui achètent des produits à l'extérieur, de les conseiller et ensuite de répondre aux détracteurs ou de rectifier le tir d'une façon diplomatique avec les gens qui ont des choses à commenter. Il y a une transparence, vous êtes prêts. Il faut vraiment être assez à l'écoute et en mesure de répondre rapidement là, à ces demandes-là. Oui, absolument. Dans un autre ordre d'idée, on va passer au deuxième thème dont on voulait aborder, puis ça tombe bien parce que vous êtes une fière représentante de cette relève. De voir la place de la relève dans le marché secondaire, dans le secteur du pneu plus spécifiquement. Vous êtes présidente, félicitations, là, de la SPMQ. Merci. Première question à cet égard-là, c'est de dire, qu'est-ce qui a motivé votre implication dans cette association-là? Bien, ça fait maintenant 6 ans. C'est sûr que lorsque j'ai rentré à la SPMQ, je commençais pratiquement à temps plein au commerce. Je sortais des bancs d'école et c'était un petit peu de connaître la big picture, comme je dirais en anglais. Une perspective un peu plus large. Une perspective beaucoup plus large du domaine parce moi, je voulais rentrer dans ce domaine-là, pas juste apprendre comment ça se fait chez nous, mais de voir ailleurs est-ce qu'il y a des bonnes pratiques à avoir, ou si c'est un réseau de contacts à développer. Plus on a de contacts, bien, plus dans des situations, bien, telle personne avait fait telle chose dans X situation, je vais l'appeler. Donc, c'était vraiment de voir un petit peu l'ensemble. Puis après, ça s'est un petit peu transformé en mission de dire, crème, si on se regroupe, bien, on va pouvoir faire avancer les choses plus rapidement. Donc, Oui. Mais j'aime bien l'idée de dire, bon, vous avez grandi dans l'entreprise familiale. Hein? C'est votre grand-père qui a fondé le centre de pneus. Ça fait 46 ans, vous me dites? 46 ans, 46 ans, ça existe. Votre père, votre mère ont pris la relève. Et là, avec votre sœur, vous commencez prenez votre place là, graduellement. Comment ça se passe, ça, d'être le représentant d'une troisième génération dans une entreprise familiale? Bien, pour le moment, ça se passe bien. Pour le moment. Non, mais ça reste travailler en famille et en affaires, peu importe le secteur d'activité, ça reste un beau défi. Oui. Faut mettre beaucoup d'eau dans son vin, quitte à boire que de l'eau quelquefois. C'est des compromis, c'est beaucoup de communication, surtout pour gérer les émotions, les perceptions de chaque personne là-dedans. Oui. Parce qu'il y a par exemple, mon grand-père, bien là, il est plus à sa retraite, mais mes parents ont mis beaucoup de temps là-dedans, puis ils ne veulent pas se sentir tassés. C'est tout à fait normal. Puis moi, je ne veux pas les tasser non plus, mais je veux apporter mes idées, je veux qu'ils soient acceptés. Donc, il y a des perceptions à gérer. Ça repose tout sur la communication, vraiment. Oui. Ce que je trouve intéressant, c'est de voir aussi comment s'intègrent les connaissances que vous êtes allé chercher à l'externe. Bon, vous êtes membre actif là, de l'association, mais aussi vous êtes à l'université en marketing, je crois, puis en gestion. Oui. D'amener ça dans l'entreprise, ça doit donner une structure qui est un peu différente, non?
Bien, c'est sûr qu'on ne change pas l'entreprise du jour au lendemain. On va y aller par baby steps. Donc, Oui. on va changer une petite chose à la fois, amener une procédure peut-être plus définie qu'elle l'était avant, rendre optimale certains processus à l'interne dans l'entreprise. On parlait de service à la clientèle, bien, de s'assurer que telle étape soit suivie pour l'accueil du client, pour l'explication de la facture et tout. Oui. Peut-être juste de mettre des processus en place. Au marketing, bien là, ça, j'ai eu un peu plus carte blanche, puis j'ai pu m'amuser, mettre en pratique ce que j'apprenais. Mais c'est sûr que ça améliore l'entreprise, mais c'est un travail d'équipe. Là. Oui. Parce qu'il y a je le vois sous deux aspects. Je vois l'aspect de s'intégrer dans une entreprise familiale, mais aussi de s'intégrer en tant que relève, jeune femme aussi, dans une équipe existante avec les employés. Comment ça s'est passé à ce niveau-là, dans l'atelier, il y a eu des journées plus difficiles que d'autres, ça c'est certain. C'est sûr qu'avec les employés, bien, on a des belles valeurs dans l'entreprise. Il y a beaucoup de le respect, mais c'est de démontrer un petit peu les compétences. Tu fais quoi, toi, dans le day-to-day? Tu ne changes pas des freins certains. Non, moi, je fais telle chose. Puis, hop, bien là, regardez, on a pu engager un employé de plus cette année parce qu'on a eu des meilleurs résultats. Donc, c'est de montrer un petit peu qu'on peut faire croître l'entreprise. Donc, croître les conditions d'un petit peu tout le monde avec les années. C'est de démontrer un petit peu les projets. Vous avez une formule de partage des profits? Ou c'est quoi? Y a-t-il quelque chose qui a une bonification, je crois, pour les employés? Pour l'équipe au complet, c'est un ratio par rapport aux ventes. C'est pas par rapport à des pièces spécifiques. On ne veut pas de vente malhonnête ou quoi que ce soit. Là. Je ne veux pas mettre le nom en péril pour un ensemble de freins qui ne seraient pas dû à changer et qui seraient proposés je comprends. aux C'est clients. pas pour monter les factures, monter les factures. Non, absolument pas. C'est vraiment juste pour que tout le monde ait sa petite part de gâteau. Quand l'entreprise va bien, tout le monde a une bonification selon son pourcentage de présence. Il y a une question qui me brûle les lèvres, c'est celle de l'intégration aussi. Ça fait partie de la réalité des centres de pneus, les travailleurs saisonniers. En période de pointe, là, on peut presque doubler le nombre de personnels dans les baies de service. Comment ça se passe? Comment est-ce que vous gérez ça? C'est sûr qu'on a un petit peu le même problème que tout le monde par rapport à la pénurie de main-d'œuvre. Il faut trouver de la main-d'œuvre qui va être intéressée, qualifiée. Souvent, ce qu'on fait dans les périodes de pneus, quand la main-d'œuvre est disponible, on met deux hommes par porte. Un qui est à temps plein et un qui est saisonnier. Donc, on s'assure toujours qu'il y a une qualité et celui à temps plein va être comme le vétéran, un peu le mentor. C'est ça, exactement. Donc, puis ces personnes-là qui sont les mentors vont pouvoir aussi nous donner de la bonne information, à savoir, écoute, le gars qui était avec moi, il est allumé en titi, puis il connaît ça, puis... Nous, c'est un bon gauge à dire, celui-là, on ne laisse pas partir après le rush. Si vous avez des besoins ensuite d'avoir quelqu'un permanent, déjà, ils vont vous aider à identifier les bons candidats. Là. Oui, c'est sûr. Puis on s'assure aussi d'un travail de qualité quand ils sont deux. Ils ont chacun leur partage de tâches, mais ils ont la procédure à suivre pour la pause, le balancement, turquer les roues à la fin et tout ça. Donc, on s'assure que la qualité soit là, parce que dans ces périodes-là, il passe énormément de véhicules, donc on ne veut pas... Ça va vite. C'est ça. Ça va vite. Puis c'est intéressant parce que si votre apprenti est bon, on le sait. S'il n'est pas bon, on le sait aussi. C'est assez rapide. Oui, c'est bon. Il y a toute une question. On a eu le plaisir de vous inviter là, au sommet ressources humaines où vous aviez participé à notre panel et on avait parlé de la valorisation des talents au sein de l'entreprise. Puis on en a parlé en pré-entrevue tout à l'heure, puis je trouvais ça intéressant de revenir là-dessus, d'identifier les talents au sein de l'entreprise et d'aider ces gens-là à monter. Vous êtes sensible à ça? On me disait, la question qu'on peut offrir de la formation pour permettre à ces gens-là qui font des fonctions d'élargir un peu leur rôle au sein de l'entreprise. C'est quelque chose que vous encouragez, si je comprends bien. Absolument. Bien, quand la formation fait du sens, c'est sûr que pour nous, c'est pas une question à se poser d'envoyer les gens en formation parce que c'est bénéfique au final pour l'entreprise. D'avoir des gens formés, bien, on va pouvoir offrir des services supplémentaires, être toujours à l'affût des dernières technologies. Par exemple, là, il y a une formation récemment sur les véhicules hybrides électriques qu'un de nos techniciens a suivi. Mais c'est de pouvoir continuer l'entretien sur les voitures. Si on ne les envoie pas en formation, bien, on va rester dans l'année 2018, puis on va être rendu là encore quand on va être
dans 5-10 ans. Là. Oui, oui. Puis ça, je déborde un petit peu du cadre, mais on s'est parlé tout à l'heure, puis vous me disiez que pour vous, le pneu, la mécanique, c'est une chose, mais que vous croyez aussi à une offre globale de services combinés pour le marché secondaire. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une voiture peut faire affaire avec vous pour l'ensemble des services. Ça, c'est une politique, c'est une vision que vous avez, je pense, au sein de l'entreprise. Absolument, mais c'est sûr que le marché des pneus a changé un petit peu en 2008 suite à la loi sur les pneus d'hiver. Oui. Donc, à ce moment-là, on a commencé à vouloir se diversifier un petit peu plus. Donc, de l'esthétique automobile, la vitre d'auto, de l'anti-rouille. Oui. Il y a juste la carrosserie qu'on ne fait pas à l'interne, mais on la fait faire à l'externe avec un bon sous-traitant. Un partenaire de confiance, là. Exactement. Okay. Donc, on essaie vraiment d'aller chercher le maximum de formation pour offrir des nouveaux services, pour éviter aux clients de se déplacer à plusieurs endroits. On le sait, les gens ont de moins en moins de temps. S'il peut laisser la voiture le matin puis qu'on est capable de tout faire en une journée, le client va être heureux. D'où le besoin de polyvalence des membres de votre équipe. Absolument. Il faut qu'ils soient curieux puis qu'ils veulent s'adapter puis dire, bon, on veut pas que ce soit une business saisonnière, on veut vraiment qu'il y ait du travail à longueur d'année pour garder nos bons éléments. Donc, il faut s'assurer que ces gens-là sont en mesure de toucher un peu, pas à tout, mais quand même d'élargir leurs horizons techniques. Oui. Puis c'est sûr que plus on a des employés polyvalents, sans qu'ils fassent de l'administration jusqu'à poser des pneus, là, il y a des limites à la polyvalence, mais c'est encore drôle. Mais c'est sûr que ça rend l'entreprise un peu moins vulnérable aussi. Parce que si on a une personne qui fait une tâche spécifique, puis personne d'autre sait comment faire cette chose-là, la journée que cette personne-là tombe malade par malheur ou quoi que ce soit, on est mal pris. Si tout le monde sait un petit peu, telle personne m'a montré comment faire telle chose, quand cette personne-là est surchargée, l'autre peut l'aider, donc ça fait du travail d'équipe. Et la journée qu'elle est malade ou qu'il arrive quoi que ce soit, que l'employé quitte, par exemple, on n'est pas mal pris. Il y a quelqu'un d'autre qui sait comment faire et qui peut aider pendant ce temps-là aussi. Là. Parce que vous me disiez, vous êtes à peu près 25 dans l'équipe? Oui. Quand même, ça veut dire que ça fait beaucoup de gens, ça fait beaucoup de monde, beaucoup de talent à gérer. Oui. Il y a toute la question de l'intégration et d'aller chercher des nouveaux employés. Il y a une pénurie, tout le monde le sait, là, au niveau, surtout dans les métiers plus techniques, dans le marché secondaire. C'est quoi votre stratégie? Comment vous les attirez, ces gens-là? Bien, c'est sûr que dans l'après-marché, les gens qu'on veut avoir, c'est sûr, ça va être des gens qui ont une certaine curiosité puis qui aiment beaucoup le défi. Parce que, contrairement à un concessionnaire, on touche à tous les types de voitures et quand les techniciens se lèvent le matin, ils ne savent jamais à quoi s'attendre un petit peu. À moins de travailler sur un véhicule qui était là la veille et de poursuivre le travail. Mais on ne sait pas quel type de problème va se présenter. Est-ce que ça va être un diagnostic compliqué, facile à faire, un véhicule qu'on a vu plusieurs fois, par exemple une Honda Civic qu'on voit beaucoup sur les routes, que c'est un problème récurrent, on va pouvoir le régler tout de suite. Mais c'est les gens qui aiment avoir cette satisfaction-là de trouver la solution à un problème sur lequel ils ont travaillé pendant quelques heures. Bien, c'est gratifiant pour eux aussi au final. Là. Oui, parce que vous me disiez comme les gens qui rentrent saisonniers, ils font du pneu. Parce que c'est ça le besoin. Mais c'est pas exclu qu'à un moment donné, ils vont toucher à autre chose s'ils ont les talents pour... la porte d'entrée, c'est de faire le pneu. C'est sûr. Puis les apprentis mécaniciens aiment moins ça parce que quand ils sortent de l'école, ils aimeraient ça tout de suite commencer dans la mécanique. Il y a un chemin à faire, mais on peut rapidement tomber en mécanique. Nous, pour nos apprentis mécaniciens, même durant la période de pointe, on leur a dit parfait, parce qu'il y en a qui nous ont dit, bien écoute, c'est plate de juste faire du pneu, parfait. Fais-nous des bonnes inspections, puis on va se garder une plage horaire en après-midi. Tu vas travailler dans une autre porte, toi, ça va être telle journée de la semaine, mais tu vas faire de la mécanique. Donc, les problèmes qu'il aura identifiés en faisant le changement de pneu, il pourra aller faire des solutions plus techniques là, après. Donc, c'est de leur faire toucher un petit peu à la mécanique, même en période de pneus. Mais il faut éduquer aussi ces gens-là que la période de pneus, c'est une période qu'on ne peut pas négliger et qu'il y a certains compromis à faire. Là. Oui. On ne se cachera pas non plus que le pneu, c'est plus complexe qu'on pense. Les gens pensent que c'est en caoutchouc, c'est noir, puis ils ne comprennent pas pourquoi ça se vend 200 $. Mais il y a une compréhension aussi, je pense, aux conseillers qui doivent connaître tous les produits, les applications, les nouveautés, plus bruyants, moins bruyants, plus durables, plus adhérents.
c'est quand même une science là, en soi. Là. Quand on parle de défis techniques, il y a l'aspect aussi sur le pneu en tant que tel, c'est déjà tout un défi. Là. Oui, oui, il y a la technologie dans les pneus, du moins, a beaucoup cheminé, si on veut. Oui. Dans le temps que mon grand-père opérait le commerce, s'il se gardait 4-5 grandeurs, c'était beau. Maintenant, c'est juste pour la gestion d'inventaire, juste en termes de grandeur, sans regarder la technologie derrière ces pneus-là. Oui. C'est quelque chose. Puis après, il y a différentes marques, différents modèles. Il y en a qui sont douceur de roulement, Oui. Oui. plus performants. Tu sais, c'est sûr qu'il y a une énorme complexité, puis il faut se tenir au courant. Il faut lire le pneu mag, il faut faire venir bon placement de produit. Bon placement de produit, des points supplémentaires pour cette remarque. Oui. Mais non, mais nous-mêmes, on fait venir nos représentants de pneus pour donner de la formation à nos gens sur les nouveaux produits qui sortent. Là. C'est ce que le consommateur vient chercher dans un centre de pneus, c'est l'expertise, c'est la compréhension du produit, de dire, moi, j'ai en tête d'acheter un produit parce qu'il y a des marques qui circulent, puis bon, je veux cette marque-là. Si vous êtes en mesure de me convaincre qu'il y a une marque équivalente, qui va avoir les mêmes capacités, les mêmes propriétés, la même qualité d'expérience de conduite à un prix moindre, bien, c'est du bon conseil. C'est une valeur ajoutée pour le client. Là. C'est sûr que les fabricants aiment moins ça parce qu'eux, ils travaillent beaucoup pour leur marque. Mais nous, en tant que conseillers, on se doit d'écouter les besoins du client parce que c'est nous qui allons revoir le client s'il n'est pas satisfait avec ses pneus. Absolument, absolument. Pour conclure, on a parlé tout à l'heure de la technologie. Marché secondaire, comment vous le vendez à la nouvelle génération? Comment vous vendez ce secteur-là, le secteur des centres de pneus pour dire aux jeunes, venez travailler? C'est quoi le défi? Qu'est-ce qui est le plus attrayant? Parce que, comment je peux dire, la nouvelle génération a le choix de faire n'importe quel métier. Il va aller dans la construction parce qu'il y a des vacances, il y a tout ça. Quel est l'avantage? Qu'est-ce qui est intéressant dans le marché du pneu, le marché même de l'entretien automobile? Bien, comme j'ai dit tantôt, c'est sûr que c'est une variété de défis constamment. Il y a beaucoup la technologie qui entre en ligne de compte. Là. Les diagnostics, brancher les ordinateurs dans les voitures, de suivre tout ça, même des fois poser des démarreurs à distance si on le fait sous-traiter, mais c'est que de l'informatique maintenant. Là. Il n'y a plus beaucoup de travail manuel là-dedans. Ça attire beaucoup les jeunes. Le fait qu'ils aient toutes des tablettes dans les mains, eux sont contents, ça les rejoint, ils sont nés avec des tablettes dans les mains. Puis c'est sûr que l'environnement de travail, bien, c'est primordial. Tu sais, si on se lève le matin puis on aime notre environnement de travail, les personnes avec qui on travaille, c'est sûr que c'est plus tentant d'aller travailler. Là. Oui. Parce qu'on disait tantôt pour conclure, c'est que le bon service à la clientèle repose sur des employés qui sont des ambassadeurs, c'est ça. Des employés heureux vont devenir des bons ambassadeurs pour l'entreprise aussi. Là. Qui bénéficient d'un bon service à la clientèle à l'intérieur de leur propre entreprise. Exact. Bien, merci beaucoup. Bien, merci de votre présence. Merci d'avoir eu la gentillesse de répondre à toutes nos questions. Bien, pour nos auditeurs, on vous écoute, oui, parce que vous avez posé quelques questions. On vous invite aussi à consulter le site Autosphère si vous voulez revoir la présentation d'aujourd'hui en rediffusion. Merci à tous. À la prochaine.